La vallée de la Trobe, à 100 km de Melbourne. Depuis la découverte, il y a un siècle, que son sol était gorgé de charbon facile d'accès, elle a été à la source du développement industriel et économique de tout le sud-ouest de l'Australie. Distantes de quelques dizaines de kilomètres les unes des autres, 4 gigantesques centrales à charbon ont fourni jusqu'à 90% de l'électricité de tout l'État du Victoria. Vous voyez ici, il y a la centrale électrique de Yallourn. Et vous pouvez voir à quel point le ciel est nuageux. Et si vous regardez là-bas, du côté d'Hazelwood, le ciel est clair. Mais avant, c'était la même chose. Wendy Farmer a toujours vécu dans la vallée de la Trobe. Elle sait ce qu'il en coûte d'exploiter le charbon. Avant même l'incendie de la mine d'Hazelwood, les statistiques montraient que les hommes de cette région vivaient 4 à 5 ans de moins que dans le reste du Victoria. J'ai perdu un frère et un grand-père à cause de la mine. Nous ne pouvions plus accepter ces impacts sur notre santé. Les temps changent, nous devons changer aussi. Le changement est déjà engagé dans la vallée. Le 1er avril 2017, une des 4 centrales, celle d'Hazelwood, privatisée il y a 20 ans, a été fermée par son dernier propriétaire, le français Engie. Après 29 ans de travail dans l'industrie du charbon, Mark Richards s'est retrouvé au chômage, comme plus d'1 millier d'ouvriers et de sous-traitants. Encore aujourd'hui, il a du mal à l'accepter. Les générations de gens qui ont travaillé ici ne connaissent rien d'autre que le charbon. Nous ne sommes pas contre le changement, mais il nous faut des boulots. Il y a une réserve de plus de 700 ans de charbon ici, dont 300 facilement accessibles sous la surface du sol, et les gens aimeraient bien que ce charbon soit utilisé. Mais il y a peu de chances que ça arrive, à cause de l'absence de politique énergétique dans ce pays et de la pression pour réduire les émissions de carbone. Contrairement à Mark, Wendy s'est réjouie de la fermeture d'Hazelwood. Sa prise de conscience écologiste remonte à 2014. Cette année-là, faute d'entretien, la mine de charbon alimentant la centrale avait brûlé pendant 45 jours, provoquant pollution et maladies respiratoires dans toute la région. D'après elle, la fin d'Hazelwood était de toute façon inévitable. Ils ont laissé la centrale électrique et la mine se dégrader. Ils ont continué à produire tant que ça leur rapportait de l'argent. Mais ça avait un coût pour les travailleurs. Lors de la COP 21, Engie avait annoncé qu'ils commençaient à se retirer du charbon, que c'était leur responsabilité, et c'est ça qui est la première cause de la fermeture. En signant l'accord de Paris sur le climat, l'Australie s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et donc à baisser fortement la part du charbon, qui représente encore 75% de sa production d'énergie. Des incitations à investir dans les renouvelables ont été mises en place. Pour l'expert en énergie Simon Holmes-Court, il n'y a pas de doute, l'Australie est sur la voie de la transition. En 5 ans, un quart de nos capacités de production d'électricité au charbon a été éliminé. Dans les 15 ans qui viennent, la moitié des centrales restantes fermeront et les dernières durant la décennie suivante. C'est une transition de 25 ans. Tous les investissements vont sur les renouvelables. La dernière centrale a 10 ans et il n'y a pas de projet pour en construire de nouvelles. La seule question, c'est à quelle vitesse l'industrie de production d'électricité au charbon en Australie va-t-elle mourir ? Le jour de la fermeture de la centrale d'Hazelwood, les gens ont accroché leur casque à une clôture. Chaque casque que vous voyez représentait le gagne-pain d'une famille entière. C'est un gros manque maintenant pour cette communauté. L'expression « une transition juste » a été prise en otage par les écologistes. Tout le monde croit qu'il s'agit d'une transition du charbon vers les énergies renouvelables. Mais dans l'accord de Paris, quand il parle de transition juste, cela signifie pour les travailleurs et leurs familles. Cela veut dire créer de nouveaux boulots et ne pas détruire des communautés. À Morwell, la petite ville où vit Mark, à 2 pas de la centrale désormais silencieuse, de nombreuses boutiques ont déjà fermé. Il y a peu de perspectives à court terme pour les travailleurs licenciés. La filière des énergies renouvelables se développe vite en Australie, mais ce sont d'autres types d'emplois et des industries moins centralisées. C'est difficile pour une communauté d'abandonner quelque chose qu'ils connaissent pour quelque chose qui n'est pas encore tangible.
Beaucoup de travailleurs de la centrale aimeraient bien travailler dans le solaire, mais ce sont des boulots de construction, plus que des boulots durables dans l'exploitation. Et ça, c'est un problème. Marc nous amène rencontrer Geoff, le leader local du syndicat des travailleurs de l'énergie. Geoff ne peut pas croire que le charbon n'a plus d'avenir en Australie. Il le pense seul capable de fournir une énergie en permanence et à bas coût, alors que les énergies renouvelables ne sont disponibles que par intermittence. Les technologies d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'il y a 50 ans. Et une centrale à charbon de nouvelle génération émet 2 fois moins de CO2 que les anciennes. Mais l'Australie a adopté une approche du tout ou rien. On veut 0 émission tout de suite. Du coup, nous avons eu une crise énergétique en Tasmanie. Et en Australie méridionale, un État qui fait 1,5 fois la taille de la France, il y a eu un blackout majeur. Tout l'État a été plongé dans le noir. Beaucoup d'usines, par exemple les fonderies, ferment leurs portes en Australie. Mais c'est pour se délocaliser en Asie, où elles continuent à produire. Et le charbon que nous ne brûlons plus ici, dans nos centrales électriques, on continue à l'extraire et on l'envoie en Asie. Il continue à être brûlé, il continue à être rejeté dans l'atmosphère. Si l'Australie voulait vraiment avoir un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, elle ne fermerait pas seulement ses centrales à charbon ici, elle cesserait d'exporter du charbon. Car si dans la vallée de la Trobe, les entreprises abandonnent le charbon, ce n'est pas le cas partout dans le pays. Au contraire, à 2500 km de là, un nouveau front s'est ouvert. Brisbane, la capitale du Queensland, à l'est de l'Australie, un dimanche matin. Vous êtes en état d'arrestation. C'est la police, ne résistez pas. Nous ne sommes pas à un cours de théâtre, mais à une formation à l'action directe non violente donnée par un activiste chevronné qui préfère rester anonyme aux militants de l'organisation Galilee Blockade. Leur mode d'action favori, pour faire parler d'eux dans les médias, s'enchaîner aux portes d'entreprises impliquées dans un grand projet d'une nouvelle mine de charbon dans le nord de Queensland. La plupart sont des retraités. Ils ne craignent ni les arrestations, ni les conséquences d'une condamnation sur leur carrière professionnelle. Certains parfois rêvent d'aller plus loin, de mener des actions de sabotage. Anne n'est pas d'accord. Leur adversaire guette leur moindre faux pas. Je ne veux pas que nous portions atteinte aux propriétés ou aux personnes. Je suis contre ce genre d'agression. Nous sommes du bon côté de l'histoire et je tiens à rester du bon côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire, c'est la future mine Carmichael d'Adani, une multinationale indienne. Une mine pleine de charbon destinée à l'exportation. Elle se situera dans un bassin houillé, isolé et encore inexploité à 1000 km au nord de Brisbane, le bassin de Galilee. Ancien de Greenpeace, Ben Pennings est l'initiateur de Galilee Blockade. C'est une des 2 ou 3 plus grosses réserves d'énergie fossile au monde qu'il faut absolument laisser dans le sol. Comme il ne faut pas exploiter le pétrole en Arctique, il ne faut pas ouvrir de mines dans le bassin de Galilée sous prétexte qu'il y a une énorme quantité de charbon. C'est une ligne rouge à ne pas franchir pour l'Australie et pour le monde entier. C'est un enjeu majeur pour l'environnement de la planète et ça se passe à 2 pas de chez moi. Comment pourrais-je ne pas agir ? Une énorme mine de charbon qui va provoquer d'énormes dégâts et qui n'est pas économiquement viable. Si on n'arrive pas à arrêter ça, autant rester chez nous et dire adieu au monde. Quand les pires effets du changement climatique se produiront, moi je serai morte. Mais je fais ça pour que mes enfants et leurs propres enfants aient un avenir. Donc on va se battre, jusqu'à ce que cette stupide mine de charbon et toutes les autres stupides mines de charbon soient fermées. Il n'y a pas d'avenir pour le charbon. Depuis 6 mois, les actions des opposants à l'ouverture de cette mine géante se multiplient sous le mot d'ordre « Stop Adani ». Ils ont même le soutien de paroisses protestantes. Et ce soir-là, c'est dans l'une d'entre elles que les associations écologistes de Brisbane se sont donné rendez-vous. Nous devons construire ce mouvement capable de s'opposer à l'industrie des énergies fossiles. C'est la seule façon d'empêcher la mise en exploitation du bassin de Galilée. Et parce que nous sommes dans un mouvement, je voudrais que de nouvelles amitiés se créent, que vous parliez entre vous des raisons de votre engagement contre Adani.
Les présentations faites, chacun est prêt pour la soirée télé. ABC, la première chaîne publique australienne, diffuse en effet une enquête sur les pratiques d'Adani en Inde. Scandales environnementaux, soupçons de corruption, capitaux planqués dans les paradis fiscaux, le réquisitoire est sévère. Pourtant, en Australie, l'entreprise minière a le soutien aussi bien du gouvernement fédéral de droite que du gouvernement régional de gauche. Adani a obtenu toutes les autorisations nécessaires au démarrage du chantier. Adani a été très intelligent dans ses rapports avec les différents gouvernements. Il fait beaucoup de relations publiques. Dans le nord du Queensland, chaque personne au chômage croit qu'Adani va lui donner du travail, ce qui est faux bien sûr. Les villes sont en compétition pour avoir les boulots, pour avoir des parts du contrat. C'est difficile de nous battre contre ça. Le bassin de Galilée aujourd'hui, c'est une zone de bouche et de pâturage, loin de toute ville et difficile d'accès à près de 300 km des côtes. Une réserve de charbon estimée à 27 milliards de tonnes. À Carmichael, Adani espère extraire 60 millions de tonnes par an pendant 60 ans. Pour démarrer l'exploitation, la multinationale indienne a besoin de 6 milliards de dollars, qu'elle a du mal à trouver. Les organisations environnementales, Greenpeace en tête, y veillent. En fait, il y a 7 projets de mines de charbon dans le bassin de Galilée. Et la mine Carmichael d'Adani n'est que la première et la plus avancée. Cette mine a été prévue au plus haut du boom du charbon en 2011-2012. Mais maintenant, le marché du charbon est en déclin structurel. Ça n'a plus de sens d'un point de vue économique. En 2015, nous avons convaincu la principale banque d'Adani, la Standard Chartered, de se retirer du projet. Depuis, plus de 20 banques internationales ont annoncé qu'elles ne le financeraient pas. Les 4 grandes banques australiennes ont fait pareil. Mais malheureusement, l'entreprise semble déterminée à continuer à tout prix. À Townsville, la capitale du Nord Queensland, Adani, qui a refusé toutes nos demandes d'interview, a déjà tissé sa toile. Elle y a installé son siège australien. Elle finance chaque année une grande fête sur le thème de l'Inde. Elle multiplie les campagnes de publicité et les sponsorings, s'engage à payer l'agrandissement de l'aéroport. Le journal local aligne en gros les chiffres des retombées attendues pour la ville, qui se comptent en millions de dollars. À 100 km plus au sud, à côté de la petite ville de Bowen, la multinationale indienne a déjà acheté le port d'Abbott Point. Un port à partir duquel, depuis 33 ans, des tonnes de charbon ont déjà été exportées. Car c'est un des atouts d'Adani. Dans cette région aussi, le charbon est une vieille histoire. Plusieurs anciennes mines sont encore en activité. Des trains chargés de minerais circulent encore quotidiennement. Et il y a 5 ans, l'électricité était fournie par une centrale à charbon, depuis remplacée par une ferme solaire. Ici, le charbon ne fait donc pas peur, au contraire. À Bowen, on l'attend même avec impatience. Entre agriculture et tourisme, la petite ville ne manque pourtant pas d'activité économique. Mais aux yeux de ses habitants, ça ne suffit pas. Le taux de chômage des jeunes est de 14%. Et la hantise ici, c'est le départ de ces jeunes vers les grandes villes. Avec sa mine, Adani a promis 10 000 emplois directs dans la région, avant de reconnaître sous la pression que ce serait sans doute 4 ou 5 fois moins. Mais pour Mike Brunker, candidat de la gauche travailliste aux prochaines élections régionales et ancien mineur lui-même, peu importe. C'est un fervent défenseur du projet. Les gens disent « Adani avait promis 10 000 emplois, ce sera peut-être que 3 000 ». Moi, je dis un emploi, ça me suffit. Parce que chaque emploi compte à Bowen. Même si ça contribue au changement climatique mondial. Oui, ça y contribuera, mais est-ce qu'on peut empêcher la croissance de la population? Pour quelques petits problèmes, on se focalise sur nous parce que c'est ici qu'on extrait la ressource. Mais c'est dans les pays où ils utilisent la ressource qu'il y a le plus d'impact. Nous ne sommes que 23 millions et on vient nous dire « vous êtes les méchants parce que vous extrayez le charbon ». Mais il y a plein de pays dans le monde qui utilisent du charbon. Et s'ils n'utilisent pas le bon charbon australien, ils utilisent le charbon pourri d'Indonésie, le charbon pourri d'Afrique ou le charbon pourri du nord de la Chine. C'est un des arguments favoris des pro-Adani. Puisque la demande mondiale de charbon existe, pourquoi ne pas utiliser le charbon australien, puisque c'est le meilleur ? Et pourquoi, tant qu'à faire, s'empêcher de l'utiliser en Australie?
Alors parce que vous subvenez à vos besoins énergétiques, vous voulez nous empêcher de subvenir aux nôtres, juste pour votre confort. Je trouve ça très égoïste. Vous avez de l'énergie nucléaire, moi j'ai peur du nucléaire. Et je ne viens pas dans votre pays vous dire d'arrêter le nucléaire. On ne peut pas faire de bombes avec du charbon. Donc je me sens très à l'aise à brûler du charbon. Et si on met le paquet pour mieux contrôler les émissions de carbone des vieilles centrales, je suis sûr qu'on arrivera à bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Juste en face des bureaux de Mike Brunker, l'hôtel Larry King et le fief de Bruce Ehrlich. Président de la chambre de commerce de Bowen, Bruce vote à droite, mais sur le charbon, il est du même côté que Mike. Pour lui non plus, en matière d'environnement, l'Australie n'a aucune leçon à recevoir. À ses yeux, elle en fait même trop. Rappelons tout de même qu'un Australien émet toujours 2 fois plus de CO2 qu'un Européen et autant qu'un Nord-Américain. Les gens disent, il y a l'accord de Paris, nous devons sortir du charbon et passer aux énergies renouvelables. Mais pourquoi l'Australie devrait-elle prendre le leadership moral alors que nous n'émettons que 1,46% du CO2 mondial ? Et alors que d'autres pays qui ont signé l'accord de Paris construisent des centrales à charbon de nouvelle génération. Je trouve ça terriblement injuste de la part des groupes écologistes de prendre Adani comme cible et de prendre Bowen et Abbot Point comme cible, alors que le reste du monde continue à avancer et n'en a rien à faire. Mais on nous dit que c'est à nous de porter le fardeau du chômage, du manque d'avenir pour nos enfants, que c'est à nous de renoncer aux perspectives économiques offertes par tout ce charbon du bassin de Galilée, l'une des plus fantastiques réserves de charbon au monde. Et nous devrions rester assis, regarder les autres faire ce qu'ils veulent et souffrir pour eux, et ça ne va pas. L'Australie accorde des prêts pour construire des usines éoliennes et solaires, mais si ces énergies renouvelables étaient placées sur un pied d'égalité avec le charbon, elles ne devraient bénéficier d'aucun prêt, d'aucune subvention. Afin de financer le prolongement de la ligne de chemin de fer qui permet d'amener le charbon des mines jusqu'au port d'Abbot Point, Adani envisage de demander un prêt au gouvernement australien de 1 milliard de dollars. Mais ça, pour des libéraux comme Bruce et ses amis, ce n'est pas la même chose. Le gouvernement donne de l'argent pour construire de grands aéroports à Brisbane ou à Sydney. Pourquoi il n'en prêterait pas à Adani pour construire une voie de chemin de fer qui va permettre à cette région de se développer ? Et s'il leur donne ce prêt, le gouvernement s'assure que ce chemin de fer ne sera pas utilisé uniquement par Adani, mais par toutes les mines du bassin de Galilée. Alors ces soi-disant écologistes, ils préfèrent quoi ? Qu'il y ait 3 lignes de chemin de fer ou une seule ? Si l'argent vient du gouvernement, ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule ligne de train, et c'est mieux pour l'environnement. S'ils obtiennent ce prêt, il y a un risque que les banques privées regardent ça comme un pas supplémentaire pour boucler leur financement et que du coup, le projet leur apparaisse soudain moins risqué, parce qu'il y a de l'argent garanti par l'État. Et donc, il y a un danger que l'argent privé suive et que le projet se fasse quand même. Comment le gouvernement australien, qui a signé l'accord de Paris, peut-il dans le même temps favoriser l'ouverture d'une mine géante de charbon ? Tout simplement parce que le charbon extrait en Australie et exporté en Inde pour y être brûlé rentrera dans le bilan carbone de l'Inde, pas dans celui de l'Australie. Selon le représentant du Minerals Council of Australia, le puissant lobby minier, permettre l'électrification de l'Inde grâce au charbon serait même un acte quasi humanitaire. Il y a une chose que les Européens doivent comprendre, c'est qu'ils ont profité pendant un siècle d'un accès à l'énergie qui a permis leur industrialisation. Et le charbon de cette mine-là va aller en Inde, où ils n'en ont pas bénéficié. Ils veulent le développement industriel, ils veulent créer des emplois, ils veulent construire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures, une industrie. Et beaucoup de ce charbon va aller en Inde dans ce but. La fourniture d'une électricité pas chère permettra de soulager la pauvreté, par exemple. Et c'est un grand pas pour le développement humain et économique, ce que les énergies renouvelables ne permettent pas. Beaucoup d'Australiens considèrent que nous ne pouvons pas empêcher l'accès à cette ressource et priver les autres pays de ses bienfaits. Peu importe si le gouvernement indien a changé de politique et décidé lui aussi de miser sur les énergies renouvelables, l'Australie est le premier exportateur mondial de charbon et veut le rester.
L'Australie exporte bien plus d'émissions qu'elle n'en produit chez elle. C'est très hypocrite, parce que vous ne pouvez pas dire d'un côté nous soutenons l'accord de Paris sur le climat, nous soutenons les actions contre le changement climatique, nous devons arrêter le réchauffement, faire plus de renouvelables et agir au niveau national dans ce sens, et de l'autre côté exporter 2 fois plus d'émissions de CO2 à l'étranger. Et si le principal obstacle à la poursuite de l'exportation du charbon australien ne se trouvait pas sur Terre, mais au large de Bowen, au fond de la mer? Mon nom est John Rumney et depuis 42 ans, je vis et je respire près de la Grande Barrière de Corail. Elle fait partie de moi et je l'aime comme si elle était de ma famille. Après l'épisode de blanchissement de cette année, j'ai voulu rendre visite à un vieil ami. On l'appelle le monolithe. C'est la plus grande concentration de corail que je n'ai jamais vue sur Terre. Plongeur, John accompagne depuis de nombreuses années des équipes scientifiques qui observent l'évolution inquiétante de la Grande Barrière de Corail. La montée de la température de l'eau causée par le réchauffement climatique provoque le blanchissement et à terme la mort du corail. Vous voyez ces couleurs? C'est mauve et brun. Puis ça devient rose et blanc selon les pigments, et malheureusement, maintenant c'est mort. C'est le pire épisode de blanchissement jamais enregistré sur la Grande Barrière de Corail, et je pense que l'Australie, patrie de la plus grande icône mondiale de la nature, a une responsabilité particulière dans sa politique de contrôle des émissions de carbone. C'est une question mondiale. Le CO2 ne va pas rester en Inde, il va revenir ici. John habite Port Douglas, une station balnéaire qui vit des retombées de la Grande Barrière de Corail, à 500 km au nord de Bowen. Je dis à nos voisins du Sud qui voient cette mine comme un bienfait qu'ils ne pensent pas au long terme. Ce charbon ne va pas seulement affecter la Grande Barrière de Corail aujourd'hui, il l'affectera aussi dans l'avenir. Et quand ils disent que la mine va créer 12 000 emplois, ils ne disent pas qu'elle menace les 60 000 emplois qui dépendent du tourisme maritime. À Port Douglas, le conseil municipal s'est déclaré membre de Stop Adani. Et en ce samedi d'action nationale contre le projet de mine dans le bassin de Galilée, alors que d'autres groupes faisaient des actions coup de poing sur le modèle des activistes non violents de Galilee Blockade, c'est sur la plage que les opposants locaux se sont donné rendez-vous. Sur la question de la sortie du charbon, il semble bien que 2 Australies se font face. Une Australie des métropoles et des régions prospères déjà en transition et une Australie des petites villes industrielles qui se sentent mises à l'écart. John espère que c'est l'urgence de protéger la nature qui va faire pencher la balance. Dans le temps, quand les mineurs descendaient sous terre, ils amenaient avec eux de petits oiseaux comme des canaris. Quand il y avait trop de gaz toxiques, le canari mourait, et c'est comme ça que les mineurs savaient qu'ils devaient vite remonter parce qu'ils ne pouvaient pas sentir le gaz. Le blanchissement du corail que nous observons maintenant, c'est comme le canari dans la mine de charbon. Ça nous donne une alerte mondiale qu'il y a un écosystème qui est menacé et qui est menacé par notre comportement. Selon le GIEC, il faudrait laisser 85% des réserves connues de charbon dans le sol pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. L'issue de ce combat permettra de dire si l'Australie, un des pays qui a les plus grandes réserves au monde, est prête à prendre sa part.